Victoire du Barça facile contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2 à l'extérieur. On s'est rendu les choses faciles, même si en première mi-temps c'était pas évident non plus. Voilà, c'était le temps de rentrer dans le match, peut-être, j'en sais rien. On va en parler tout de suite, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Objectif atteint pour le Barça qui rentre officiellement dans le top 8. Je crois que tous les matchs sont finis, peut-être. Il y a le Bayern peut-être qui joue encore, tout ça. Le Bayern, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils gagnaient contre Benfica, je crois bien. Bayern qui gagne 1-0 contre le Benfica, il reste quelques minutes. L'Inter qui a gagné 1-0 contre Arsenal. Le PSG qui a perdu contre l'Atlético Madrid. Atalanta, contre qui on va jouer, je crois, qui a gagné 2-0 contre Stuttgart. Bon, voilà. On va pas tous les faire non plus, mais voilà. Nous, notre objectif, c'était d'atteindre ce top 8, de rentrer dans ce top 8 enfin. Voilà, parce que pour le moment, on était 10e, je crois, de 2 places. On avait vu la dernière fois qu'il y avait des équipes comme Manchester City ou Sporting ou le Bayer Leverkusen aussi qui étaient devant nous. Ils avaient des matchs un petit peu compliqués à jouer. Il y avait Liverpool contre le Bayer Leverkusen, il y avait Sporting contre City qui était aussi devant nous. Finalement, le Sporting a gagné contre City, les a éclatés. Assez impressionnant. Et donc voilà. Le Barça qui fait son entrée dans le top 8 avec 9 points à 1 point de la deuxième place du Sporting qui a 10 points. Liverpool qui a 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Voilà, donc pour l'instant c'est bien, mais c'est loin d'être fini parce qu'évidemment ça se joue à très peu de points, c'est très serré. Donc voilà, on a soigné aussi le goal average, 5 buts. On en a pris quand même 2. On aurait pu éviter surtout le premier, les deux. Vous allez me dire oui, on aurait pu les éviter, mais sous le deuxième qui est un peu tranquille, quoi. Il faut être un petit peu plus agressif. Et le premier qui est un petit peu couvert par ce bon vieux Gérard Martin qui a fait un match top du top. Je pense qu'on peut dire qu'il est rentré dans la légende de la Ligue des Champions. Non, on va pas être méchant avec lui, mais en vrai il a été assez immonde, Gérard Martin. Encore une fois un match très compliqué pour lui. On sait qu'il va falloir jouer avec lui que dans les matchs comme ça. Concrètement, des équipes en face qui sont très très faibles. Et là, tu peux le mettre. Tu sais qu'il va être mauvais quand même, visiblement. Mais ça te permet au moins de faire souffler un petit peu Baldé qui enchaîne beaucoup de minutes. Et voilà. Retour de Koundé à son poste, latéral droit, titulaire. Koundé qui sort avec 3 passes D dans le match. Incroyable. Gros match de Koundé encore une fois. C'est récompensé par des stats. Souvent les joueurs comme ça ils font des bons matchs, tout comme Inigo Martinez d'ailleurs. Oui. Inigo Martinez qui fait une très bonne saison et c'est jamais vraiment récompensé par des stats, des buts ou des passes D parce que c'est des joueurs un peu plus défensifs, ils ont moins l'occasion de stater. Inigo Martinez qui a mis un très beau but de la tête sur un très beau coup franc de Rafinha. Magnifique. Pour ouvrir le score. Et Koundé qui nous sort un triplé de passe D. Ça récompense sa saison, ça récompense son niveau, le fait qu'il soit le meilleur latéral droit au monde actuellement. C'est beau, on est tous très contents. Donc cette première mi-temps, elle était un peu complexe. Il y a eu quelques petites rotations. Il y a eu Frenkie titulaire, Pedri placé un petit peu plus haut. Je suis pas très fan. Je préfère Pedri à la place de Frenkie de Jong, à côté de Casado et un mec comme Dani Olmo par exemple, un peu plus haut. Je préfère ça, mais bon voilà, ce sont mes goûts. Et puis après, voilà, évidemment, il y avait Gérard Martin titulaire à gauche, qui n'a pas forcément rassuré et qui en plus offensivement n'a absolument rien apporté. C'est peu de le dire. Donc la première mi-temps, elle a été plutôt maîtrisée avec une bonne grosse demi-heure, peut-être 20 minutes, début de match où vraiment le Barça était largement au-dessus. Belgrade ne sortait pas de sa surface, très grosse domination, on les a écrasés. Ils ont quand même égalisé sur un but voilà, qui aurait pu être évité. Voilà, manque de concentration, tout ça, c'est pas évident de jouer cette ligne du hors-jeu quand t'as des mecs comme Gérard Martin avec toi qui ont peut-être pas l'habitude de jouer, de jouer ce hors-jeu là, donc peut-être qu'il y a ce manque d'automatisme, ce manque de précision dans l'alignement aussi. Bon voilà, c'est pas la fin du monde puisqu'au final on gagne le match assez facilement, mais disons que la première mi-temps elle n'était pas évidente parce qu'en plus de ça, Belgrade ils ont posé le bus concrètement. D'un côté, que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Il y a un Barça qui arrive et qui claque 5 buts par match limite ou en moyenne peut-être quasiment 4 buts par match cette saison et voilà, vous êtes Belgrade, vous en avez pris 4 contre l'Inter, vous en avez pris 5 contre Monaco. Il y a le Barça qui arrive, vous n'allez pas jouer en laissant la ligne défensive tranquille, les espaces dans le dos, non, vous allez poser un bus. C'est évident. Donc la première mi-temps, pas évidente. On a quand même cette petite réussite, cette petite chance. On en avait déjà parlé un petit peu. Il y a eu certains buts dans la saison où t'as l'impression qu'on a ce petit truc en plus avec nous cette saison,
qui fait que des fois dans des moments comme ça, bah il y a tout qui fonctionne quoi. Et le but de Robert, il est typiquement comme ça, la frappe de... Alors l'action est très belle, je crois que c'est... Moi ça doit être une passe de débordement de Lamine Yamal qui a fait un bon match aussi. Lamine qui déborde et qui sert dans l'axe Pedri, qui joue en point d'appui, qui remet dans l'axe pour en retrait pour Rafinha, qui fait une très belle frappe, très sèche, qui part sur le poteau, qui fracasse le poteau. Dommage, ça aurait pu être un beau but. Bah, ça revient quand même sur Robert, ça fait but. Voilà, cette petite réussite juste avant la mi-temps qui nous remet un petit peu dans le match, qui nous permet aussi de pas forcément douter. Tu vois, si tu rentres au vestiaire avec 1-1, même si tu les domines, il peut y avoir un petit doute qui s'installe, se dire ah ouais, vas-y c'est chiant un peu, tu vois, il y a match nul. Bon voilà, là il n'y a pas de place vraiment au doute. 2-1. On a continué à appuyer, on va dire, à essayer de s'installer vraiment dans le camp adverse, essayer de combiner un peu plus. On a vu un Koundé peut-être un peu plus haut sur le terrain, un peu plus offensif et un peu plus utilisé. Un couloir droit qui fonctionne du tonnerre avec Lamine Yamal, excellent toujours, de par ses courses, ses dribbles, c'est lui qui déclenche beaucoup d'actions et beaucoup de buts partent aussi de ses dribbles, des différences qu'il fait évidemment sur son côté, avec un Koundé qui dédoublait énormément, cette connexion, cette relation entre Koundé et Lamine Yamal qui fonctionne très bien, parce que le Koundé qui se propose souvent, même s'il n'est pas servi, il se propose, soit il se propose et il libère de l'espace, fait gagner un petit peu d'espace à Lamine Yamal, ce qui permet qu'il ait plus de place pour faire des passes ou des dribbles, ou alors il se propose dans la profondeur pour que Lamine Yamal le serve et que ça fasse des passes D comme il a fait. Donc c'est très bien. Ce côté droit là fonctionne très bien. Le côté gauche ce soir en tout cas a été inexistant parce que Gérard Martin à la plage, Martin au football c'est pas pareil. Voilà, fallait que je fasse la vanne au bout d'un moment, je suis désolé pour ça. Désolé Gérard. Mais voilà, Gérard Martin c'est compliqué. Donc on peut pas comparer de toute façon Lamine Yamal, Koundé avec Gérard Martin et Rafinha. Rafinha très bon, mais Rafinha qui est plus axial et vraiment dans le couloir. On a un couloir droit en fait où on a Koundé plus Lamine Yamal et un couloir gauche où il n'y a que le latéral gauche. Donc déjà c'est compliqué, que ce soit Baldé ou Gérard Martin, dans tous les cas le mec, il y a moins de possibilités de combinaison, de dédoublement, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de dédoublement à gauche concrètement, ça c'est que à droite, donc c'est normal que ça soit plus facile pour nous d'attaquer à droite, mais ça se voit moins que c'est compliqué à gauche quand c'est Baldé, même si les centres de Baldé sont pas toujours très bons. Baldé il a quand même cette puissance, cette vivacité où il peut faire des différences. Gérard Martin, la vivacité il a laissé à la maison, hein. C'est pas évident. Avec l'entrée de Dani Olmo et de Fermin Lopez, ça a complètement aussi changé un petit peu le visage de ce match-là. C'est évident, des joueurs qui sont beaucoup plus verticaux, beaucoup plus directs, beaucoup plus accélérateurs, dynamiteurs. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, je m'en fous. En gros, qui accélèrent un peu plus le jeu, vous m'avez compris, qui tentent leur chance. Voilà, Fermin Lopez qui a marqué un beau but. Dani Olmo Dani Olmo, il a pas marqué, je crois. Je sais plus, à force, les mecs marquent tellement que d'un coup, tu sais plus trop. Tu sais. Mais voilà, Dani Olmo, il a pas fait l'entrée du siècle, mais voilà, il a apporté quand même du danger. Déjà, de par ses petites différences, ses petits contrôles orientés, ses accélérations dans les petits espaces au cœur du jeu, il apporte forcément du danger et il va libérer un peu plus d'espace pour ses collègues, même si lui n'apporte pas directement, ne state pas directement. À noter que Fermin est rentré à la place de Rafinha. Ça, c'est assez intéressant aussi de voir ça. Je pensais que ce serait Olmo qui se placerait là, mais non. Fermin Lopez qui a joué ailier gauche, axial, on va dire. Des fois, par moments, il collait vraiment la ligne. Il restait vraiment à l'écart, à l'image d'un Lamine Yamal qui colle la ligne pour être seul, on va dire. Écarter le bloc aussi adverse. Et bon, il n'a pas été énormément servi quand il était très collé à la ligne, mais j'ai trouvé qu'il avait été intéressant. Parce qu'on l'a déjà dit, les doublures en attaque, c'est compliqué. Lamine Yamal, il n'a pas de doublure à droite pour moi. Peut-être Ferran Torres qui peut jouer à droite, mais voilà. Dans l'axe, Lewandowski, sa doublure c'est Pau Vitor qui est rentré, qui a eu un petit peu de temps de jeu, au final pas pour Ansu Fati. Et à gauche, la doublure de Rafinha c'est pour moi Ansu Fati. Maintenant on a le choix avec le retour de Diaby qui a joué une petite trentaine de minutes à peu près. Ça aussi c'est bien, il a fait quelques récupérations, il reprend le rythme aussi petit à petit Diaby, mais il va y avoir donc Frenkie de Jong, Diaby, Casado, Pedri, Olmo au milieu. Garcia quand il va revenir, il joue 6 depuis le début de la saison. Donc ça fait beaucoup de milieux et Fermin, pourquoi pas le voir aussi comme doublure de Rafinha dans ce rôle là. Ce n'est que Belgrade, donc on peut pas dire waouh, il a fait une très bonne rentrée contre l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est bon, on peut le placer là. Mais c'est aussi une autre solution peut-être pour le coach de pouvoir utiliser Fermin comme ça t'apporte plus de solutions et pour un coach c'est parfait d'avoir cette polyvalence là aussi. On sait que Fermin il peut jouer à ce poste là, on sait, c'est pas forcément un 10 pur, c'est un gars qui aime bien aussi se balader entre les lignes, mais c'est un gars aussi qui aime bien jouer dans les demi-espaces. C'est pas un joueur purement axial, c'est un joueur aussi qui peut jouer un peu sur l'aile, cet ailier là qui rentre un petit peu dans l'axe, un petit peu à l'image de ce que fait Rafinha. Je pense que Fermin
peut, dans une moindre mesure, pas forcément aussi bien que Rafinha, mais il peut faire des bonnes choses aussi dans ce rôle-là, je pense. On va finir sur la question que j'ai posée sur Twitter, qui a fait débat, et oui, parce que ça fait toujours débat. Parce que c'est Frenkie de Jong et que Frenkie de Jong, vous savez, pas touche à Frenkie de Jong. Mais moi, j'ai posé une simple question. Alors évidemment, je pose cette question-là quand son match, il est très insipide. Mais j'aurais pu la poser aussi, comme j'ai posé la question, en fait, pareil pour Ronald Araujo. Question qui a fait débat aussi. Mais au final, certains se rendent compte que peut-être que oui, peut-être que c'est vrai que ma question concernant Ronald Araujo et la ligne haute, la ligne du hors-jeu et les relances aussi du Barça, les défenseurs qui sont plus important limite que les milieux pour faire le jeu. Donc ma question sur Ronald était pas si bête que ça, ou en tout cas pas aussi scandaleuse que ça non plus. Ma question maintenant concernant Frenkie de Jong, c'est est-ce que Frenkie de Jong, de par son profil, vous connaissez tous le profil de Frenkie de Jong, enfin, donc est-ce que de par son profil, est-ce que c'est un joueur qui peut vraiment être très performant, ou en tout cas vraiment s'adapter à la philosophie, ou en tout cas à la tactique, l'animation ou le jeu de ce Barça-là, du Barça de Hansi Flick. Ma question est très simple et il faut prendre en compte, je l'ai précisé aussi dans ma question, en prenant en compte le fait que en mettant Frenkie de Jong à ce poste-là, ça fait que tu enlèves Pedri de ce poste-là, tu mets Pedri par exemple plus haut, comme on l'a vu ce soir, où Pedri, il est un peu moins à l'aise plus haut et je le trouve largement mieux et qu'il apporte beaucoup plus à la place de Frenkie de Jong un peu plus bas pour construire le jeu. Tu ne peux pas mettre Frenkie de Jong à la place de Casado parce qu'il n'apporte pas 1% de ce qu'apporte Casado. Oui, on va me dire ouais t'abuses parce que Casado tu l'aimes bien, de Jong tu l'aimes pas. Je n'ai rien contre de Jong, personnellement. Je ne suis pas un fanatique d'aucun joueur d'ailleurs. Il y a des joueurs que j'aime plus que d'autres, mais en soi c'est de par son profil, de par son agressivité. Vous savez très bien que Frenkie de Jong n'est pas forcément un joueur qui met de l'agressivité dans son jeu. Donc il te faut dans un double pivot ce rôle de milieu plus défensif, il faut qu'il soit un petit peu agressif et qu'il te gratte des ballons, qu'il aille au contact, qu'il aille au charbon, tu vois. Frenkie de Jong n'est pas forcément un joueur comme ça. Donc est-ce que tu dois mettre plus un De Jong ou un Casado? Je vous laisse répondre à cette question. Et maintenant, est-ce que le fait de mettre Frenkie de Jong et de placer Pedri, est-ce qu'un mec comme Dani Olmo te manque pas au milieu? C'est évident. T'es obligé de bench Olmo, ou alors tu mets Olmo, mais De Jong, est-ce qu'il apporte plus que Pedri actuellement? Non. Maintenant, on va voir quand il reviendra de blessure, et évidemment, ça se trouve, peut-être qu'il apportera plus que Pedri, ça m'étonnerait. Parce que c'est pas une question de physique. Clairement pas en plus, hein. C'est vraiment pas une question de physique. Là, moi, ma question, elle porte sur le profil du joueur, et pas sur son niveau actuel. Donc il y en a, ils se sont dit, ouais, t'abuses, tu exagères parce que là, son match, il est pas top, mais il revient de blessure, machin. Mais c'est absolument pas le sujet. Moi, c'est pas ma question. Je vous ai pas dit, Frenkie de Jong, là, il fait un match pas ouf, il apporte pas spécialement. Donc est-ce qu'il doit être titulaire? C'est pas ça. Parce que ça n'a pas de sens de dire ça. C'est comme si on disait, Gavi, là, est-ce qu'il doit être titulaire? Il revient de blessure, laissons-lui du temps. Pareil pour Frenkie de Jong, mais ce que je dis, c'est juste le profil de Jong. Est-ce que ce profil-là de joueur qui garde beaucoup le ballon et au final, où les milieux de terrain sont moins importants là-dedans? Parce qu'en fait, le bloc joue très haut et De Jong, il va avoir moins d'espace pour se projeter. Vous vous souvenez de la meilleure période de Jong? Beaucoup disaient que De Jong sous Koeman, c'était incroyable. Il y en avait plein qui disaient ça. Et pourquoi il avait l'air incroyable et pourquoi il était incroyable sous Koeman? Parce que sous Koeman, il jouait pas en 6 déjà, il jouait en 8, en milieu box-to-box. Et parce que sous Ronald Koeman, il y avait énormément d'espace. Le bloc, il était éclaté. Il n'y avait pas de bloc du Barça. Vous vous souvenez, la fameuse vidéo N1 bloc, Busquets, NL bloc, machin. Il n'y avait pas de bloc avec Koeman. Koeman, la défense, elle était en défense, l'attaque, elle était en attaque. T'avais des espaces, t'as jamais vu ça. Ils occupaient, les joueurs étaient ultra loin les uns des autres. Donc, dans ce système-là, dans cette manière de jouer, avec un bloc écarquillé et éparpillé, tout ce que tu veux, écartelé, eh bien, un De Jong qui porte la balle de la défense jusqu'à l'attaque, eh ben, il va exceller dans ce domaine. Mais dans un bloc où ton bloc il est très très haut et où tu as peu d'espace, où il faut utiliser plus tes qualités cérébrales, tes qualités de passe ou même ton jeu long pour jouer au-dessus de la défense, dans cette manière de jouer là, est-ce que De Jong apportera plus que les autres joueurs qui sont dans cette équipe? Est-ce que De Jong apporte plus que Pedri? Je parle pas encore une fois dans ce match-là et de par son niveau actuel physique, je parle juste son profil. Est-ce que De Jong pourrait apporter plus que Pedri dans le rôle de Pedri? Je vous laisse répondre. Est-ce que Frenkie de Jong apporterait plus que Casado dans le rôle de ce milieu défensif-là que dans ce rôle qu'a Casado actuellement? Je vous laisse répondre. Et est-ce que De Jong apporte plus qu'un Dani Olmo dans ce milieu-là, au niveau de la création, du danger, de la verticalité par rapport à ce jeu? Je vous laisse répondre. On se retrouve demain pour l'analyse. Je vais mettre sur Instagram, le lien de mon Instagram est dans la description de cette vidéo. Sur Instagram en story, je vais mettre une petite boîte à questions pour la FAQ que je sortirai vendredi, probablement. Donc on se retrouve demain, bonne soirée. Ciao.